Bonjour à tous, bienvenue à l'Estaminet d'Égide. Égide étant un groupe patriote de réflexion francophone s'intéressant aux divers phénomènes de société concernant la Belgique, l'Europe et plus largement le monde occidental, notamment avec une posture critique de la modernité et de l'idéal du progrès. Je m'appelle Yann, je suis en compagnie de Louise, Raphaël et de Arthur. L'Estaminet consiste en une discussion libre sur un sujet donné. Il y a quelques jours, le samedi 20 mai 2023, eut lieu la Marche des Fiertés à Bruxelles, ou Belgian Pride, réunissant des milliers de personnes se réclamant du mouvement ou de la lutte des LGBTQI+. Aujourd'hui, nous discuterons donc du phénomène LGBT en Belgique, en Europe et en Occident. Nous vous remercions d'avance pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans l'espace commentaire et à partager ce contenu s'il vous intéresse. Qui veut commencer la discussion ? Je pense que... Ben écoutez, je veux bien commencer. Ben voilà, je vais commencer tout simplement parce que j'étais présent ce jour-là à Bruxelles, non pas pour fêter la Gay Pride, mais simplement pour d'autres raisons. Mais j'en étais en effet témoin. On peut dire en tout cas que c'était une belle fête, hein. Il y avait énormément de personnes, je ne saurais pas les compter, il y en avait par milliers, il y en avait dans toutes les rues de Bruxelles. Il paraît qu'il y avait 150 000 personnes. Oui, d'après les articles, il y aurait 150 000 personnes, entre 100 000 et 150 000 apparemment. Et en tout cas, ça s'étendait, il y avait des places de concert au niveau de l'Albertine, également dans les rues autour de la Bourse. Non, il y avait vraiment énormément d'événements à divers endroits et entre autres un cortège qui défilait dans les rues de Bruxelles avec divers groupes. Donc vraiment c'était une belle ambiance et on va dire niveau sociologie, il y avait vraiment de tout, hein, des jeunes, des plus anciens. Oui, j'ai vu qu'il y avait même des enfants qui étaient là. Oui, il y avait des enfants. J'ai pu voir des mères accompagner leur enfant, donc la mère avec un t-shirt arc-en-ciel et l'enfant qui est un peu derrière entêté et se demander où il est. Mais oui, il y avait vraiment de tout. Et il n'y a pas eu vraiment de problème ou de bagarre, j'en ai pas vu en tout cas. Mais il y avait vraiment de tout au niveau des costumes en tout cas. Mais en fait, moi ça me fait un peu penser au carnaval en fait, cet événement. Je sais pas... C'est-à-dire ? Ils sont tous, en fait finalement, c'est tous des gens déguisés, colorés, vraiment comme un carnaval avec... Est-ce qu'il n'y a pas même des chars ou je ne sais pas, je sais même pas s'il y a... J'ai l'impression que pour y avoir des chars et des gens qui lancent des bonbons, ça ne choquerait même pas, quoi. Mais c'était vraiment cette ambiance-là. Oui, avec de la musique. C'était vraiment une ambiance carnaval. C'était vraiment l'ambiance carnaval, donc des couleurs, des costumes, de la joie. Un carnaval, ouais. Mais... de couleurs, beaucoup de couleurs. Énormément de couleurs. Mais... Des beaux drapeaux partout. Sauf qu'il n'y a pas de réelle spiritualité, comme il y a autour du carnaval, qui est une fête chrétienne. Oui, puis ici, c'est sexualisé quand même aussi. Il y a un côté sexualisé. Oui, peut-être que c'est sous une certaine forme, une dimension spirituelle. Oui. Mais il y a quelque chose qui est très différent du carnaval traditionnel. C'est qu'on ne ressent pas non plus cette atmosphère collective rassembleur qu'il y a avec le carnaval. C'est que finalement, on sent que c'est un rassemblement, mais de divers groupes différents, en fait. À ce propos, n'y a-t-il pas un paradoxe entre l'aspect inclusif de ce genre de marche, de ce genre de célébration ou de manifestation, comment dirais-je, et l'aspect purement identitaire, c'est-à-dire la revendication à l'appartenance à une communauté ou à un agrégat de communauté? Oui, au final, c'est présenté comme étant un événement qui rassemble, un événement d'ouverture, etc. Mais au final, c'est plus le concours à celui qui a le plus de singularité, en fait, j'ai l'impression. Ah oui, il y avait vraiment tous les drapeaux, parce que on reconnaît le drapeau arc-en-ciel, on va dire général, classique, mais il y avait divers drapeaux arc-en-ciel, donc on se demande même quelle est la signification de chacun des drapeaux, quoi. Comme si chacun avait son drapeau, comme si chacun avait son
son courant ou son attirance sexuelle. Donc, oui, c'est un agglomérat de divers... Il y a jamais... divers penchants, oui. Il n'y a jamais de limite, en fait. C'est pas homogène. C'est pas homogène. Il y a... Voilà, on sent que c'est un rassemblement qui se veut idéologique, mais il n'y a pas de pensée claire ou non, mais il y a beaucoup ou homogène, quoi. Et puis même ça se voit entre eux, il y a énormément de conflits d'intérêts au final dans leur idéologie. Je veux dire quand... Aurait-il pas des conflits internes entre différentes communautés qui s'affrontent les unes les autres, qui se concurrencent les unes les autres? Si, je pense. On en a déjà vu dans l'actualité, hein, alors pas forcément dans le cadre des LGBT, mais il y avait des féministes qui affrontaient d'autres féministes parce qu'elles ne s'entendaient pas sur un autre point, sur un certain point. Il y a des féministes qui, par exemple, n'acceptent pas qu'il y ait des femmes transgenres parce que les femmes transgenres véhiculeraient, en fait, au final, tous les stéréotypes de la féminité que les féministes combattent au final. Donc c'est quand même assez marrant de voir que dans la communauté LGBT, il y a énormément de femmes lesbiennes qui se disent féministes et qui sont probablement lesbiennes plus par féminisme que par réelle attirance sexuelle. Et en fait, parmi ces femmes-là, il y en a qui sont en opposition avec, par exemple, tout ce qui est transgenre, femmes transgenres, etc., parce que elles véhiculent justement tous les stéréotypes de la féminité et elles combattent ces stéréotypes. Et tu peux rajouter là-dedans, ma chère Louise, tous ceux qui rentrent dans ces codes uniquement par mode. Ça existe. Ah oui. Il y a un phénomène sociétal et la plupart y rentrent les yeux fermés parce que il faut rentrer dans la masse, quoi. Ça existe. D'autant qu'il y a un effet d'exemple avec certaines stars, comme par exemple la chanteuse américaine Lady Gaga, qui a revendiqué sa bisexualité notamment à l'Europride de Rome en 2011. Récemment, nous avons la chanteuse belge Angèle qui a finalement dit qu'elle n'était pas bisexuelle mais pansexuelle. Et que donc il y a une forme de fluidité dans les choix, dans les possibilités, dans les différentes existences. Mm-hmm. C'est assez marquant et on a l'impression que beaucoup notamment de jeunes peuvent être attirés parce qu'il y a des figures d'exemples qui peuvent participer de près ou de loin à toutes ces manifestations. Je précise d'ailleurs à ce propos que évidemment la marche des fiertés n'existe pas qu'en Belgique, pas simplement d'ailleurs dans certains pays, mais il y a aussi ce qu'on appelle donc des Europride et des World Pride qui s'organisent, alors les unes tous les ans, les autres tous les 5 ans, et chaque fois changeant de lieu d'organisation. Oui, mais on dirait que c'est presque un festival en fait. C'est comme un festival de musique ou des choses comme ça, et les gens y vont. Je sais pas s'ils y vont vraiment par conviction ou c'est plus pour l'ambiance. Ou... C'est un peu les deux, hein. Parce que ça peut être considéré comme un festival. Oui. Et il y en a. Je suis certain qu'il y avait la plupart des gens qui étaient là pour faire la fête, tout simplement. Il ne faut pas non plus penser que tout le monde y va par idéologie ou par attrait par la pensée qui règne. Il y a des gens qui aiment bien faire la fête, surtout que ça se passe en Belgique. On a la réputation d'être des grands fêtards. Mais oui, en effet. Et il y a aussi, pour revenir au sujet des stars, c'est qu'il y a toujours cette volonté aussi de toujours se faire bien voir. Et on a un peu finalement l'opposition entre la pensée propre de la personne et sa présentation au monde. C'est-à-dire parce qu'il est à la mode d'être homosexuel ou bisexuel, ou autre chose encore, que de le déclarer, de le revendiquer, parce que cela peut peut-être attirer de nouvelles personnes. Si le régime était, on va dire, d'une autre idéologie ou d'un autre totalitarisme, si vous voyez ce que je veux dire, tous ces gens y seraient aussi. Hein. Il y en a qui rentrent dans les mouvements comme tout simplement par mode. Par influençabilité. D'ailleurs, c'est pas rare. Je pense que c'est pas rare. J'ai entendu plein d'histoires de personnes, par exemple, qui vont jusqu'à faire une transition de genre
plus par influence de leur entourage, de leur groupe d'amis, de leur fréquentation, que par réelle envie de changer de sexe, de changer de genre, quoi. C'est franchement pareil. Surtout quand on remarque qu'il y a des gens qui veulent revenir en arrière. Ah oui, mais il y en a plein, et qui prennent des traitements, etc., avec des conséquences complètement irréversibles, qui en fait... oui, voilà, sont complètement... Et qui remarquent qu'ils ont été finalement influencés par toute l'idéologie ambiante, parce que ça passe au travers des médias, des médias, simplement des personnes qu'on côtoie, de son institution. Simplement aller à l'université, ça peut influencer la personne qui veut rentrer dans le moule et à un moment donné veut changer de sexe et puis regrette parce qu'il se dit mais en fait j'ai été influencé, ce n'est pas moi. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a une catégorie très pratique si on ne veut pas trop se mouiller entre guillemets et qu'on ne veut pas aller vers une sexualité ou un genre particulier, c'est la catégorie du queer, ce qui permet de faire partie entre guillemets de la communauté LGBTQIA+, sans forcément avoir un engagement dans la vie sexuelle. Bon, à présent, il y a aussi dans les termes, il y a aussi les alliés, donc on pourrait parfaitement être hétérosexuel et cisgenre, et malgré tout être impliqué dans la communauté. Donc finalement, tout le monde peut intégrer cette communauté si celle-ci d'ailleurs existe. Qui sont tellement influençables, qui vont plus loin que ça justement, qui se contentent pas d'être juste queer ou des alliés, et qui vont plus loin que ça et qui vont jusqu'à se faire subir des traitements irréversibles, quoi. Moi, j'ai déjà vu... Mais c'est ça ce qui est particulier. Des femmes, du coup, finalement, qui ont pris des traitements hormonaux pour devenir hommes. Leurs voix, elles ont complètement changé, puis elles se sont rendues compte qu'en fait, c'était pas ce qu'elles voulaient rester femmes. Et le traitement était irréversible, et elles devaient faire des traitements... avoir une prise en charge logopédique pour rééduquer complètement leur voix. Et réapprendre à parler comme une femme, quoi. Alors, c'est vrai que ce changement se fait pas du jour au lendemain, donc il y a différents tests psychologiques avant, mais des tests à le passer. problème, c'est que les tests psychologiques, c'est vraiment des futilités, genre juste un rendez-vous chez le psychiatre pour qu'il te signe un papier, quoi. Oui, mais ça se fait trop facilement. Oui. Et un jour, ces gens ont la vie gâchée parce qu'ils veulent revenir en arrière, mais il faudra un jour qu'il y ait des coupables pour ça. Ça a été trop facile. On a gâché la vie de personnes par idéologie. Donc c'est grave. Oui, complètement. Il y a ce sujet, si cela peut intéresser les auditeurs, un documentaire qui a été fait par un conservateur américain, Matt Walsh, Qu'est-ce qu'une femme? What is a woman? Et qui justement questionne les questions de genre et transgenre, et notamment toute l'organisation qu'il y a autour des transitions, notamment auprès des enfants, auprès de ceux qui souhaitent retourner en arrière, ceux qui sont enfermés dans un nouveau corps à qui on avait promis monts et merveilles, une utopie d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils pouvaient maîtriser leur biologie et devenir ce qu'ils souhaitaient, être des murges, et que cela entraînait des situations assez catastrophiques, qu'il y avait aussi des familles qui étaient tourmentées, déchirées, entre des parents qui n'étaient pas d'accord entre eux vis-à-vis de l'orientation de genre de leurs enfants. C'est quelque chose qui évidemment frappe surtout les États-Unis et le monde anglo-saxon, mais semble-t-il qu'il se répand aussi en Europe occidentale. De manière générale, et que ce qui est intéressant, c'est de voir l'exemple américain et la réaction que cela entraîne pour voir comment potentiellement réagir, réfléchir, voir ce qui est à prendre et ce qui n'est pas à prendre au sein de tout ce mouvement qui, au départ, est un mouvement de lutte pour des droits, pour mettre fin à une forme d'invisibilisation ou d'une législation potentiellement opprimante. Et aujourd'hui, maintenant que la législation est totalement de leur côté, semble-t-il, eh bien, il y a malgré tout cette persistance de lutte contre une société restée fondamentalement réactionnaire, oppressante, patriarcale,
alors blanche aussi, puisque on peut aussi mettre la question des ethnies et de l'appartenance raciale dans la balance, puisque la lutte LGBTQI+ intègre, notamment dans les récents drapeaux, les racisés, et la question des multiples oppressions réelles ou perçues comme telles, c'est assez intéressant. De manière générale, tout ce qui me fait un peu... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ouais. Parce que j'ai l'impression que j'ai rencontré un problème avec mon micro. Écoute, bienvenue à toi. Hein. Merci Raphaël. J'adresse mes salutations aux auditeurs de cette vidéo que je remercie pour leur écoute. Je voulais simplement intervenir d'abord pour dire que j'étais présent aussi une partie en tout cas des festivités de la Pride à Bruxelles. Effectivement, donc je peux témoigner aussi de tous les drapeaux arc-en-ciel arborés partout, vraiment de tout l'envahissement de l'espace public. Sur le nombre de participants, là je ne sais pas dire combien de milliers de personnes il y avait, mais moi personnellement dans les environs de l'ancienne Belgique, par exemple de la place de la Bourse, il y avait un certain nombre de personnes, mais ça ne me paraissait pas aussi impressionnant que 100 000 ou 150 000 personnes. Les chiffres. Peut-être qu'ils étaient regroupés dans d'autres lieux de Bruxelles. Je pense que ça vaut bien les chiffres. En tout cas, là où j'étais, ça me paraît. Il me semble que ça vaut bien les chiffres annoncés tout de même. Ah ouais. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même énormément de monde, plus qu'une fête nationale, hein, figurez-vous. Ah oui. C'est oui. On sent qu'il y avait du financement derrière. Oui. C'est une réflexion que je me suis faite. On fait plus la fête pour des orientations sexuelles que ou de genre que pour un esprit un esprit de corps qui est censé vraiment rassembler le plus de citoyens possible de la nation. Je trouvais ça un peu, je trouvais de ce point de vue-là le spectacle vraiment désolant. Et sinon, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, mais bon, j'étais perturbé avec mes problèmes de micro, quoi. Ce qu'il faut dénoncer aussi, ce sont les propagandes qu'on veut maintenant faire dès l'enfance, en incitant les enfants à ne plus écouter leurs parents via les contes racontés par les drag queens à l'école primaire, peut-être même maternelle. On essaye vraiment de détacher les enfants de leurs parents, de leur famille. C'est vraiment maintenant à présent l'État ou les associations qui en dépendent, qui prennent le contrôle pour influencer la pensée, l'orientation, la vie sexuelle de tout un chacun. Voir, ça, c'est vraiment inquiétant. On a là les caractéristiques types de mouvement révolutionnaire, hein. Un mouvement qui veut faire table rase du passé et qui veut recréer un certain monde nouveau. Et en effet, ça commence toujours par l'éducation ou la rééducation des enfants. Il suffit de voir le programme des cours d'éducation sexuelle destinés aux enfants de l'école primaire. C'est quand même assez incroyable ce qu'ils veulent leur faire inculquer à cet âge-là, quoi. Ça parle déjà justement de ces questions de LGBT, d'orientation sexuelle, etc. Alors que pour des gamins de 7 à 9 ans, quoi. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir. J'invite d'ailleurs tous les parents, s'il y a des parents ici qui nous écoutent, à se renseigner sur le programme d'éducation sexuelle. Il est disponible en ligne dans les écoles, dans toutes les écoles, je pense en tout cas de Wallonie. C'est franchement choquant. Mais ici, dernièrement, je voyais sur YouTube une vidéo du gouvernement wallon ou du service public de Wallonie qui a été publiée il y a quelques jours, donc intitulée Journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et dans cette vidéo, donc d'une minute 30, on donne la parole à un transgenre qui donne justement des cours, des leçons, qui présente un conte aux enfants, mais un conte évidemment orienté. Et alors ça c'est financé donc
par le contribuable, donc plus directement par le gouvernement, par l'administration publique et par les associations. Ici, en l'occurrence, c'était une maison arc-en-ciel. Oui. Donc oui, c'est vraiment une réalité, cet endoctrinement. Oui, vraiment. Moi, j'ai vraiment l'occasion d'aller régulièrement dans des écoles dans le cadre professionnel. Et je me suis récemment rendue dans une école, petite école, au final plutôt dans la campagne, donc pas tellement en plein centre-ville. Et en fait, donc absolument tous les murs de l'école étaient placardés d'images de propagande, mais que ce soit tourné vers vers tout ce qui est LGBT. Par exemple, c'est des images d'enfants, de petits garçons qui portent des jupes avec une petite inscription oui, les jupes ce ne sont pas que pour les filles, des trucs comme ça. Ou alors après voilà, il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés aussi, et les enfants sont vraiment endoctrinés, quoi, vraiment. Même au niveau de l'immigration, il y avait des affiches pour ça qui disaient je pensais qu'il y avait quelque chose d'assez aberrant du style les personnes célèbres immigrées, et il y avait Jésus dessus, aux côtés de Bob Marley et de Freddie Mercury. Enfin, vraiment, genre... D'ailleurs, ça fait penser à une exposition au Parlement européen où on présente notamment Jésus dans les bras d'un autre homme. Sous-entendu, donc même Jésus peut être homosexuel ou était homosexuel. De toute façon, c'est propre à tout. Il n'y a plus de limite. C'est propre à tout mouvement de révolutionnaire. Hein, ça, rien n'est inventé. Ça s'est déjà vu avec d'autres idéologies totalitaires. C'est que à un moment donné, voilà, le but est de rééduquer les enfants pour créer son nouveau monde. Le but est matraquer de propagande les masses pour rentrer de force dans la tête des gens notre idéologie. En parlant de Jésus, c'est une manière, comme on le voit dans 1984, d'essayer de réécrire l'histoire, de changer le passé pour mieux contrôler le présent. Oui, comme d'ailleurs, il y a certains historiens du genre qui essayent de chercher parmi les personnalités parfois célèbres, de déceler une potentielle homosexualité ou une appartenance de fait à la communauté LGBT. Certaines personnes ont dit par exemple que Jeanne d'Arc en France était trans ou quelque chose ainsi. C'est assez étonnant, et d'ailleurs au niveau de l'intrusion dans l'espace public, ce qui est frappant, c'est aussi la présence très importante des drapeaux. Oui. Alors je ne parle pas ici de la diversité des drapeaux qui existent au sein du mouvement LGBT, puisqu'ils sont très nombreux et on a pour tous les goûts, mais le drapeau LGBT, on va dire de base, est assez répandu, et je ne parle pas ici de certains drapeaux qui pourraient être suspendus, à un balcon d'une maison. Oui. Je parle de drapeaux qui sont érigés sur les places communales, devant des institutions, devant les passages à niveau, aussi devant les commissariats de police. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et ce qui est assez troublant, c'est que potentiellement, cela dépend, parce que le drapeau belge est censé être présent. Mais en tout cas, c'est arboré, c'est revendiqué à chaque année de plus en plus. Ouais. Et ce qui est assez fou, c'est quand, par exemple, un bourgmestre, je prends ici l'exemple du bourgmestre Cerex, Benoît Cerex, qui est désengagé, donc ancien parti chrétien, CDH, et qui a accepté qu'il y ait un drapeau qui flotte sur la place communale aux côtés du drapeau belge, du drapeau communal et du drapeau de l'Union européenne, mais qui avait considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire d'un passage piéton dans sa commune avec un drapeau LGBT. Eh bien, il y a eu toute une série de mouvements, entre guillemets, de manigances de la part de la région bruxelloise qui a essayé de mettre un drapeau sans prévenir le bourgmestre. Et dernièrement, on a eu des personnes qui se revendiquent du Parti socialiste qui sont allées illégalement peindre un passage piéton. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas un passage piéton dans votre commune, des gens le feront à votre place. Et si vous refusez,
nous fera sous-entendre que vous avez peut-être des opinions peu claires, peu reluisantes, et c'est assez impressionnant parce que ça participe d'un procédé qui n'est pas très démocratique, parce qu'évidemment on ne demande pas l'avis de la population, mais tout simplement il y a des groupes de pression qui font tout ce qu'ils peuvent pour visibiliser autant le drapeau, la cause, etc. Et c'est assez, je dirais, ça pose question, parce que pour aucune autre lutte, on ne voit autant de visibilisation, et pourtant, on est face à des mouvements, à des groupes qui n'ont de cesse de dénoncer une société, semble-t-il, hétéro-patriarcale, un État qui n'est pas collaboratif, etc., qui ne cherche pas à favoriser l'inclusion, et pourtant, c'est assez frappant de voir à quel point ces drapeaux sont présents. Alors naturellement, le drapeau ne signifie pas que la politique suit, mais malgré tout, en termes de communication et de visibilité publique, c'est assez impressionnant. Bah, c'est à l'inverse, en parlant des passages pour piétons, j'avais entendu parler d'un fait divers comme quoi quelqu'un avait essayé d'effacer un passage qui avait été mis dans toutes les couleurs, en tout cas d'en effacer les couleurs, et cette personne-là apparemment elle a fait l'objet d'une vraie chasse aux sorcières, et limite risque d'être condamnée en justice plus sévèrement que des voleurs, des malfaiteurs, des personnes qui s'en prennent à l'intégrité physique d'autrui. Ah ouais. Oui, je te cède la parole, Raphaël. Il y a rien d'étonnant à cela. C'est un mouvement qui se veut révolutionnaire, donc c'est un mouvement de gauche qui mène, quoi qu'il arrive à un moment donné, au totalitarisme. Donc on se retrouve avec, tu pourras en témoigner, mon cher Arthur, on se retrouve avec une ville pavoisée dans toutes les rues, mais pavoisée au niveau des balcons du drapeau arc-en-ciel. On se croirait à Berlin en 1936, pendant les Jeux Olympiques. Il y a des drapeaux absolument partout. Il y a toujours cet esprit de lutte aussi. Oui, il y a toujours cet esprit de lutte qu'on a toujours à gauche. Donc lutter contre un ennemi qui soit visible ou invisible. Il y a toujours cet esprit de purifier, du bien contre le mal. De bien contre le mal, mais surtout de faire avancer la cause, et tous ceux qui veulent y mettre un frein ou qui veulent stopper notre passage deviendra alors un ennemi. C'est pour ça que c'est une idéologie qui se veut dangereuse à un certain point, parce que à partir du moment où on est un ennemi, on peut faire ce qu'on veut de la personne. Ça rejoint ce qu'on disait un peu au début, ça en a un point tel que même au sein du camp du bien, il finit par y avoir des divisions de la part des modérés à l'encontre des plus radicaux. C'est ça. C'est la révolution qui mange ses enfants. Oui. Il y a toujours plus révolutionnaire que soi. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a plus révolutionnaire que soi, le plus modéré est un ennemi. Parce qu'il veut pas faire avancer plus vite la cause. Tu parlais de mouvement révolutionnaire, mais c'est toujours un peu comme à la Révolution française aussi, où on n'a pas hésité à faire preuve de pire violence. Et c'était de nouveau aussi une minorité qui imposait sa loi à la majorité. Ça s'est vu à la Révolution française avec la Grande Terreur, ça s'est vu pendant après la Révolution bolchevique où il fallait faire le grand ménage vis-à-vis des Russes blancs, et puis même vis-à-vis des socialistes révolutionnaires, des mencheviks, parce que seuls les bolcheviks avaient raison, et tous ceux qui n'étaient pas de bons bolcheviks étaient des ennemis du peuple. C'est un peu le terme un petit peu facile qui était utilisé, et les ennemis à partir des années 20, des années 30 étaient traités de fascistes, parce que c'était un terme facile et fourre-tout, qui a continué d'ailleurs à être utilisé un petit peu à tort et à travers jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est assez intéressant d'étudier ça, et de voir qu'en fait, au-delà de la lutte pour des droits, il y a une lutte pour la représentation, puisque les droits ont été acquis, c'est-à-dire que aujourd'hui l'État reconnaît qu'un homme peut se prétendre femme et inversement. Les personnes homosexuelles peuvent se marier, adopter, élever des enfants, etc. Et c'est assez intéressant parce que pour autant, la lutte ne se calme pas. Oui. Or, admettons qu'il y ait une injustice,
comme par exemple lorsqu'il y a eu la lutte ouvrière pour des droits des ouvriers, pour qu'ils puissent avoir une vie digne, des salaires corrects, des habitations vivables, etc., etc., ainsi que des droits de grève, des droits de former des syndicats, ce qu'ils n'avaient pas au départ, puisqu'ils étaient complètement privés de tout après la Révolution française et la fin des corporations qui existaient depuis le Moyen-Âge. Eh bien, il y a eu une lutte qui s'est étalée sur environ un siècle et demi. Ce siècle et demi a vu la réussite, l'aboutissement des demandes pour les droits des ouvriers, alors sans pour autant arriver au paradis marxiste, tel que décrit par Marx, qui appelait à une forme de révolution extraordinaire, à une eschatologie où à la fin nous serions tous très heureux et nous partagerions absolument tous les biens et surtout les moyens de production. Pour autant, aujourd'hui, même si évidemment il y a toujours des luttes sociales, d'ailleurs à Bruxelles aujourd'hui il y a eu une manifestation des divers syndicats pour demander vis-à-vis de Deleuze un meilleur traitement des travailleurs, mais il n'empêche que la plupart des droits ont été demandés, c'est-à-dire que ce n'est plus une lutte de progrès, mais une lutte de conservation des droits. Or, on n'est plus dans un aspect, il faut imposer absolument une idéologie. Or, ce qu'il y a de particulier, c'est que avec les mouvements LGBT progressistes, alors qu'on pourrait aussi appeler woke, où ils vont un petit peu chercher à tous les râteliers, eh bien, on dirait que malgré que la société ait complètement changé depuis les 50 ou 70 dernières années, que c'est comme si nous étions toujours en 1950 et que la société, l'État, était toujours fondamentalement contre et que la lutte est toujours nécessaire. C'est plus la même lutte ici. C'est-à-dire que c'est même plus la même essence, c'est même plus le même marxisme. C'est des mouvements ici qui naissent dans l'après-guerre, dans le confort. Donc on retrouve des personnes nées dans les 30 glorieuses, donc des baby-boomers, et des personnes un peu plus jeunes de notre époque, donc nées plutôt bobos, nées dans le confort ultra de l'Occident. Et on n'a pas non plus un combat qui se fait contre une autorité. Ici, la ville ou les élites politiciennes, puisque c'est surtout les bâtiments administratifs et politiques, on a une complaisance des élites et des autorités. Donc ils luttent contre qui finalement? Ils luttent pour s'imposer peut-être dans l'espace public, mais ça s'arrête là. Mm-hmm. Ils luttent pour quoi? Ils luttent pour finalement une pensée qui doit s'imposer à tous. Oui, parce que ils luttent pour les raisons même du totalitarisme, c'est-à-dire s'imposer dans tous les esprits. Ça. Mais alors, en parlant justement de complaisance des autorités, mon cher Arthur, tu pourras peut-être témoigner d'un autre drapeau qui était énormément affiché dans les rues ou directement porté par les manifestants. C'est le drapeau européen. Et je précise qu'ensuite nous irons vers la conclusion doucement. Le drapeau européen, on le voyait partout. Ce qui est pas étonnant. C'est pas étonnant puisqu'on était à Bruxelles puis avec les institutions européennes, donc on va dire que c'est une masse de gens qui sont liés aussi aux institutions, hein, parce que ça parlait pas français, ça parlait énormément anglais dans la manifestation. Ça parlait néerlandais peut-être? J'ai entendu quasiment que de l'anglais. Hein. Ah oui. Alors on a principalement de l'anglais, oui. On a sans doute des gens qui viennent de partout en Europe qui participent à chacune des représentations. Mais on a peut-être des gens qui sont liés aux Erasmus, donc des étudiants. On a des gens qui travaillent sans doute avec l'institution européenne, la Commission. Donc on est au cœur de l'Empire. Et pourquoi finalement l'Europe voudrait peut-être appuyer des mouvements comme ça? Tout simplement parce que ça permet de créer des communautés et de détruire finalement un peu les communautés nationales. C'est ça. Mais ce ne sont pas vraiment des communautés. Enfin, évidemment, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On prétend, par exemple, pour la démocratie, respecter le droit de vote de chacun. On prétend ici créer des communautés. Et en fait, ces communautés, elles sont formées surtout d'individus qui veut chacun imposer sa loi, en tout cas imposer sa réalité aux autres. Je me sens non-binaire, je me sens homosexuel.
je me sens transsexuel, mais peut-être en fait une partie de la journée seulement. C'est ça qui est un petit peu aussi paradoxal, c'est que ici on nous présente des soi-disant communautés, et en fait ce ne sont que des agrégats d'individus où chacun essaie d'imposer sa réalité aux autres. Mais c'est pas vraiment l'idée, donc, enfin, pour répondre à ce que tu disais, c'était via tout ça, donc ici le wokisme, c'est l'objectif, c'est de détruire tout ce qui peut permettre à des individus de former une société. C'est le paradoxe, hein. On a un mouvement qui se veut communautaire, mais à la fois qui naît dans un monde ultra individualiste. Ouais. Donc on se retrouve finalement avec le plus de détachement possible. On se retrouve avec un hybride, avec un monstre qui est un mouvement collectif, mais où chacun a sa petite cause à soi. C'est pour ça que je trouve que ce genre de rassemblement est au final extrêmement hypocrite. Il y a... Mais même et clientéliste même, pour nos partis politiques. Oui, et puis même par rapport aux ceux qui participent, au-delà du clientélisme, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très hypocrite parce que je peux pas empêcher de me dire que certaines personnes qui y vont pour se montrer ouverts, tolérants, pour au final plutôt par égocentrisme et égoïsme, vraiment pour donner une bonne image d'eux-mêmes, et que au final quand ils voient les gens qui défilent déguisés à moitié nus avec une tête de chien sur la tête, je suis sûre qu'au fond d'eux, dans leur tête, ils se disent ces gens-là, ils sont bizarres, quoi. Et queer, c'est le terme. Oui. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, comme on le disait aussi au début, reviennent finalement, enfin, voudraient revenir quand c'est possible. Enfin, quand c'est pas possible, ou veulent revenir quand c'est possible sur leur choix parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, qu'ils se sont détruits ou ils ont détruit leurs proches. C'est ça. Le problème, c'est que la fluidité avec la biologie, ça ne peut pas forcément fonctionner. Et puis, ne sous-estimez pas la puissance du déni aussi. Il y a des gens qui croient en ce qu'ils pensent. Même si au fond d'eux-mêmes, ils pensent que c'est peut-être une erreur ou un drôle de mouvement. Enfin, vu qu'ils sont pris par le nombre, ils pensent que c'est ça la vérité. C'est ça, mais je pense que... Et je dis pas on a chacun notre vérité, naturellement, mais... Ça me fait penser à un livre intitulé La psychologie des révolutions. Là, c'était sur la Révolution française, mais en gros, un des messages principaux de l'auteur, c'était de dire que dès qu'on a affaire à une question de croyance, à partir du moment où la croyance est forte, on a beau rapporter aux gens de cette croyance des faits, la réalité la plus tangible possible, que c'est mal pour eux, ils n'en démordront pas tant il faut... Enfin, finalement, l'auteur ne parvenait même pas à expliquer comment un individu pouvait changer de croyance, mais en tout cas, il disait que c'était pratiquement impossible, même il faut vraiment que ça vienne de la personne elle-même, mais elle doit se trouver dans des circonstances favorables. On a déjà vu ça historiquement, ça s'est vu dans la Révolution française, la Révolution bolchevique, la Révolution fasciste, et maintenant voilà la petite révolution wokiste. Oui, on remarque les mêmes. Il y a des correspondances, il y a des éléments qui reviennent. À mon avis, aujourd'hui, si on veut un peu supprimer l'histoire ou la réécrire... Exact, avec une forme de contrôle social très dur. Tous ceux qui n'utilisent pas les bons mots sont catalogués, sont traités de problématiques. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la politique étant partout, cela va jusque dans notre intimité. Et pourtant, cela vient de mouvements qui proclament que l'intimité, c'est le lieu sacré de notre liberté individuelle et que l'État n'a pas à nous dire ce que nous devons faire. Au départ, c'était plutôt des mouvements de type émancipatoire, mais qui, une fois ayant, on va dire, gagné leur lutte et pour garder l'intérêt vis-à-vis d'eux, se mettent à aller toujours de plus en plus loin et évoquent presque une espèce d'attitude un peu suprémaciste. Non pas que tout le monde devrait devenir homosexuel ou quelque chose ainsi, mais simplement que, comment dirais-je, ce ne sera jamais assez. Et que mettre fin à la lutte parce que alors je ne parle pas de la lutte contre les violences, puisque les violences continuent à exister dans notre société. Il y a par exemple des homosexuels qui se font agresser, qui se font tabasser, etc. Ce n'est pas la question ici. Mais comme s'il fallait rendre la société parfaitement gay-friendly, d'une certaine manière, et qu'il n'y ait jamais de remise en cause, parce que cela pourrait blesser les gens,
et d'ailleurs peu importe si cela touche le ressenti. Sur ce, je pense que nous allons bientôt clôturer. Oui, tout à fait. Tout ça pour dire simplement que c'est un mouvement qui se veut collectif, qui est individualisé à chaque personne, et c'est là un mouvement révolutionnaire qui ira jusqu'au bout tant qu'il ne s'arrêtera pas ou qu'il ne sera pas arrêté. Il faut dénoncer pour sa violence finalement, au final. Oui. Parce que une violence qui est ici plus perfide qu'elle est surtout mentale finalement. Ouais, tout à fait. On n'en voit plus psychologique et sociale plutôt que violente. C'est-à-dire qu'on n'a pas une milice agressive, mais plutôt des gens qui vont agir via Internet, qui vont beaucoup faire de bruit, qui vont peu frapper, mais qui vont par contre essayer d'avoir, en tant que minorité active, une influence vis-à-vis d'une majorité passive. Sur ce, nous vous remercions d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans l'espace commentaire et à partager ce contenu s'il vous intéresse. C'était l'Estaminet d'Égide. Merci pour votre attention.